Pour le nom même d'Erial, alors je parle sous le contrôle sourcilleux de ma linguiste d'épouse qui est ici présente. Ça vient du latin areale, donc c'est un nom d'origine latine qui signifie donc l'espace vide et où on peut également faire paître. Alors, elle était à bonne source sur le dictionnaire du latin médiéval. Ce mot erial, il est connu depuis longtemps. On le trouve dans le dictionnaire d'Arnaudin, Riau. Il y a aussi des synonymes ou des mots approchants comme pourtu, pleuil, pradias, etc. Bon, mais ce mot, il a pris, je crois, une nouvelle jeunesse. Il a connu une nouvelle jeunesse dans la mesure où il y a eu, et il faut rendre hommage donc à l'écomusée de Marquès dans la création du parc naturel régional et le site phare sur lequel nous sommes, dont on n'est pas loin, dans l'écomusée sur un aérial. Et ce mot a eu beaucoup de succès puisque j'ai observé que par la suite, dans les années 70, 80, voire plus tard, on voit ici ou là un camping de l'Erial de ceci. Il y a même eu une association basée à Sabre, bien connue par certains anciens, qui s'appelait, c'était un acronyme l'Erial. Je vous passe sur la signification. Je passe sur la signification. Et ce mot a connu une espèce de renouveau, de nouvelle jeunesse. L'Erial en gascon. Alors ça peut être, il y a d'autres sens, mais enfin, l'Erial, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une zone généralement décrite comme un espace assez large où il y a un habitat légèrement dispersé, des maisons, grandes maisons, maisons de maître comme on dit ici, maisons plus modestes, beaucoup de bâtiments secondaires, des granges, des bordes, le parc à cochons, la soute, hein, ou également bien sûr des champs, et puis bien sûr des arbres qu'on plantait, souvent des essences utiles. Hein, essence fruitière, utile, des noyers, des chênes bien sûr, et des pins dans les environs, toujours à l'horizon, il y a quelques pins. On le sait que ça s'est rendu familier maintenant, on peut dire, par des photos de gens qui avaient été des précurseurs. On pense évidemment à Arnaudin, et on pense aussi, c'est peut-être moins connu, mais il a joué un grand rôle dans la fondation de Marquès à Toulgouat. Photographie de la fin des années 30 et des années 40 et reprise après pour créé avec l'aide de Georges-Henri Rivière ce site très particulier et très connu et admirable de l'écomusée que vous connaissez bien. Alors, il faut lancer vraiment le fond de l'affaire, le débat. Moi, il y a des mots qui me viennent à l'esprit. Bon, il y a les cartes anciennes, on voit apparaître beaucoup d'habitats dispersés, des hameaux, des bordes sur la carte de l'état-major au 19e siècle, ou voire sur des cartes plus anciennes du 18e. Parmi les mots-clés, si on entre dans le premier temps du débat, c'est-à-dire l'Erial aujourd'hui, l'état des lieux et la réglementation. Vous voyez, état des lieux, il y a une espèce de photographie hein, de ce qu'on voit. Et puis la réglementation, ça renvoie au juridique, évidemment. Alors moi, il y a des mots qui me viennent. Il y a le mot pression foncière, il y a le mot parcellisation, il y a le problème du respect du bâti et du paysage qui entoure le bâti. Et il y a la question des essences d'arbres, parfois exotiques, qui arrivent sur les aériaux. Vous avez parfois des clôtures plus ou moins en plastique. Alors bien sûr, il y en avait autrefois, mais il y avait peut-être aussi moins de sangliers. Il n'y avait peut-être pas aussi, ou alors c'était fait d'une autre manière, le besoin d'affirmer la propriété, pour ceux qui étaient propriétaires évidemment. Il y a un certain nombre donc de mots. Il y a les maisons un peu toutes faites sur catalogue, il y a les vendeurs de clôtures aussi. Bon. Alors, je signale qu'il y a il y a eu des publications sur les aériaux. Donc, il y a eu. Et alors, je donnerai un chiffre aussi. Il y a des publications sur comment, par exemple, comment restaurer un aérial. J'ai porté ce bel objet, il est dans le sac ici, peut-être qu'on pourra le montrer, qui a été publié il y a quelques années ici par le parc. Il y a aussi un document important quant à l'état des lieux, c'est, enfin, même pour notre zone ici, c'est le schéma de cohérence territoriale qui a été élaboré pour la communauté de communes, donc Cœur-Haute-Lande. Et voilà, oui, pardon, le document restauré en aérial, on pourra en parler après, c'est celui-là. Beau document, mais qui est peut-être pas trop commode d'utilisation et peut-être pas trop diffusé non plus. On pourra en parler.
Alors, dans le schéma de cohérence territoriale, j'ai retenu un ou deux chiffres. Bon, on y lit, entre autres, enfin, dans beaucoup de lignes, qu'il faut prendre en compte les marqueurs paysagers de la forêt habitée, engager une gestion qualitative de l'urbanisation. Et il y a des chiffres intéressants, quelques proportions à propos des quartiers et écarts, c'est-à-dire là où se trouvent les aériaux, zones urbanisées à l'écart des bourgs, quartiers aérials. 34% de l'ensemble des logements, 23% pour la période récente, et avec un objectif, d'après le SCOT, qui est un schéma, enfin, qui est une indication pour l'élaboration des PLU, PLUI, 13% de croissance prévue. Mais il y a une volonté peut-être un peu de modérer la construction sur les aériaux. Voilà, donc l'état des lieux. Alors, je ne vais pas aller plus loin, puisqu'on en est au premier point. Qui est-ce qui veut apporter quelque chose sur l'état des lieux? Peut-être l'élu, peut-être l'architecte du CAU ou le spécialiste de l'urbanisme. Oui, ben on va se répartir les tâches. Voilà, c'est très On va bien. essayer du moins. L'état des lieux. Alors l'état des lieux, il y a un côté scientifique sur l'état des lieux toujours. Bon, on en parlera. Je pense que je laisserai la parole à Kevin. Depuis 30 ans à peu près, la force publique, certaines institutions qualitatives comme le parc aussi, se sont inquiétées d'avoir une évaluation quantitative et qualitative d'un patrimoine qui est constitué par ces aériens. Donc, on voit apparaître les premiers inventaires il y a à peu près une trentaine d'années, spécifiquement à l'initiative de démarches d'aménageurs, c'est-à-dire de problématiques d'urbanisme. C'est-à-dire, on se dit, il faut avoir une idée de ce que constitue ce parc spécifique. Voilà, c'est pour ça que ça rentre notamment comme élément identifiable dans le SCOT. Deuxième point qui me paraît important à préciser tout de suite, c'est que, sans rentrer dans la mécanique pure et dure de l'urbanisme, c'est que ces aériaux se situent d'un point de vue du droit français dans des espaces qui ont été compartimentés par les différentes lois en termes d'urbanisme, pour faire simple, dans ce qu'on appelle, dans notre jargon d'urbanisme, dans des espaces naturels. Il faut retenir ce terme, on est dans des espaces naturels. Ce n'est pas que la lagune qui est un espace naturel, mais tous nos territoires forestiers sont en espace naturel. Donc les espaces naturels et agricoles en France, progressivement depuis 30-40 ans, avec toutes les lois qui s'accumulent les unes sur les autres, il y a quand même une logique permanente, c'est d'essayer de sanctuariser ces espaces naturels en limitant la progression de l'urbanisation de ces espaces dits naturels. Voilà. Donc on est avec l'ERIAL dans un des cas de figure bien précis où le législateur prévoit de tout faire par étapes pour construire le moins possible dans ce milieu-là. Premier point. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus. Donc, là-dessus, vous avez forcément une perception de cette aériale qui est, elle, beaucoup plus culturelle. C'est nous tous qui l'avons, cet environnement si particulier et si qualitatif d'un point de vue paysage, qui fait rêver. Et donc, on a au-dessus de tout ça un certain nombre de velléités de privés, voire d'aménageurs, donc de collectivités, pour dire c'est quand même trop idiot qu'on ne profite pas un petit peu plus de ces espaces. Donc, d'un côté, en gros, on a un raisonnement de préservation qui dit il faut essayer d'être raisonnable dans la progression de l'habitat en zone naturelle. Et de l'autre côté, des envies d'urbaniser pour profiter de ça. Voilà. Donc, je pourrais y revenir, mais on a cette confrontation permanente entre ce souci de préserver et l'envie d'habiter dans des endroits préservés. Voilà. Donc, la confrontation est permanente. Certains vont défendre plus fort, plus mordicus, qu'il faut continuer à donner de la possibilité à la constructibilité de ces espaces. Et d'autres vont dire non, il faut les préserver, il faut interdire l'évolution de ces espaces. Alors, voilà. oui, pardon, c'est bien, mais c'est intéressant
ressentir cette perception et ce défi permanent. Est-ce que Kevin, dans ses études, recherches, a recueilli des données plus récentes que celles qui sont dans le SCOT, enfin dans les chiffres du SCOT de 2017 à peu près? Alors oui, je vais en venir, et ça, juste en préalable, rappeler la définition de SCOT et PLU. Je sais qu'on utilise souvent les abréviations, et puis donc c'est les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, qui sont des déclinaisons, qui sont de véritables documents d'aménagement, et qui sont après, pour l'échelle des plans locaux d'urbanisme, des documents qui sont opposables aux tiers, donc opposables à chacun, avec une compétence soit communale ou intercommunale. Et pour attribuer et limiter le droit, l'usage de chacun, bien sûr, le prérequis est la connaissance et la notion d'inventaire, telle qui a été apparue et qui remonte. Donc, dès les années 96, on en a discuté, 87-2000, il y a eu les premiers inventaires ciblés sur les areaux, et qui dépendaient d'une volonté locale pour avoir cette connaissance. C'est ça. En tant que vieux correspondant du journal Sud-Ouest, je me souviens avoir fait, au tournant des années 90, un article qui était ainsi titré « L'Erial, un paysage qui fout le camp ». Il était paru assez bien dans le journal local, enfin dans le Sud-Ouest de l'époque, mais le problème était déjà posé. C'était un étudiant, je crois, de Bretagne qui avait fait une petite étude sur ça. Et c'est justement ces constats qui amènent à se dire, mais il faut à un moment être à même de donner un état des lieux, une connaissance fine. Et donc depuis 2018, donc il y a eu une progression dans cette démarche d'inventaire. Depuis 2018, le PNR aussi a lancé une mission qui consiste à l'inventaire de l'ensemble du patrimoine bâti, donc plus la cibler sur le modèle de l'Arial, mais à l'ensemble du patrimoine bâti, en vue justement d'alimenter les documents et de pouvoir définir des règles plus précises. Dans le cadre de l'Arial, c'est vraiment sa singularité, c'est sa vocation, comme on parlait, qui se situe en zone naturelle. Donc quand on parle de zone naturelle, c'est la vocation de l'espace qui est une vocation naturelle, dans sa vocation principale. Donc c'est pour cela qu'une zone naturelle peut être habitée, par exemple. D'où la problématique d'expansion de l'urbanisation qui se pose, puisque ce n'est pas la vocation principale de la zone. Mais pour autant, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas la vocation principale, qu'elle ne forme pas une forme d'attirance et attise les volontés de chacun. Le fait de reconnaître par un inventaire permet d'adapter justement la vocation de cette zone par un règlement adapté, en précisant quelques règles et en permettant plus ou moins des possibilités. D'où l'importance d'avoir déjà cet élément de connaissance. D'accord. Alors donc je me tourne maintenant vers la représentante, donc Agnès Rangassamy, du CAUE. Est-ce que vous avez vu dans les commandes ou les conseils qui vous sont demandés une évolution à la fois des attitudes de la part des élus, du public aussi, voilà. Oui, alors déjà, pour faire un petit rappel, le CAUE, donc on est une association, on conseille sur l'architecture, l'urbanisme et l'environnement, les collectivités effectivement et aussi les particuliers. Nos missions essentielles, c'est la sensibilisation et la formation. Et donc, au regard de ces missions, effectivement, on croise et on rencontre beaucoup les particuliers qui, effectivement, depuis 2-3 ans, montrent un regain d'intérêt, effectivement, pour ce patrimoine. Alors, on a deux types d'intérêts. On a ceux qui sont effectivement soucieux du patrimoine et qui veulent le restaurer ou l'habiter en prenant en compte les techniques de construction traditionnelles, en respectant les matériaux, les couleurs. Et puis, on a les autres qui arrivent d'un peu plus loin, qui découvrent, qui ont très envie de vivre dans cette entité un peu particulière qu'est l'Erial, mais qui n'imaginent pas les contraintes que ça peut, que l'espace n'est pas à occuper autant qu'ils le souhaiteraient, de type camping, ou ils ont des envies, des velléités de tourisme, donc faire beaucoup de gîtes, faire
des bungalows. Et à un moment donné, nous, on est là aussi pour dire attention, on ne peut pas tout faire non plus sur un aérial parce que c'est une identité. C'est vraiment une spécificité de notre histoire. À force de de notre bâtiments département. annexes, Voilà. il pourrait y avoir densification et donc Ouais. perte de l'identité même de l'aérial. Voilà, donc nous, on est là aussi pour recadrer un peu les choses et on essaye de les orienter du mieux possible. Et on s'appuie effectivement sur les règles d'urbanisme, sur le livre blanc, sur les différentes réglementations qu'a pu mettre au point réglementation, en tout cas préconisations et recommandations qu'a pu mettre le parc en place. C'est des documents qui nous servent régulièrement et on apprend aux gens la culture landaise et la culture de l'aérial. C'est très bien de vouloir transmettre et apprendre la culture hollandaise, mais est-ce que vous avez les moyens suffisants, parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, répéter les choses, est-ce que vous avez suffisamment de moyens ou de relais pour pouvoir faire passer ces choses-là et transmettre beaucoup de savoir? On fait du mieux qu'on peut. Je me doute. On a beaucoup de pédagogie. On s'appuie quand même sur les associations, sur les architectes, un peu spécialisés aussi sur le patrimoine, les associations qui se développent un petit peu sur les techniques traditionnelles, qui maîtrisent aussi les matériaux écologiques. Mais c'est vrai que tout ça, ça reste encore très peu connu. Donc nous, on est là aussi pour essayer de faire découvrir et de faire connaître. Mais à notre échelle, on n'a pas beaucoup de moyens non plus. On est une petite structure, on est une dizaine de personnes. Donc on fait ce qu'on peut. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Bon, merci. Je vois que le temps passe et donc 18h55, j'essaye de limiter, de bien tenir le canevas un petit peu. Alors, le deuxième temps, ce sont les bonnes pratiques de la restauration d'un aérial. Alors justement, là, il y a ici à mes côtés un architecte, un homme de l'art, et puis après, quelqu'un qui fait de la récupération. Mais l'architecte, qui est jeune d'ailleurs, a peut-être déjà une vision, après, avec son expérience, et puis ces chantiers-là qu'il mène ici ou là. Il faut appuyer sur le... Oui, c'est compliqué. Alors bonjour. Oui, pour avoir une expérience de l'aérial, moi je suis architecte, mon père l'était avant moi, j'ai repris la structure familiale finalement. On a acheté un aérial il y a quelques années à Cachin, assez proche d'ici, qu'on a rénové. C'était une maison sur terre battue, avec des granges qui étaient des étables, un four à pain qui marchait plus, donc on a rénové petit à petit chacun de ces espaces. Donc, est-ce qu'il y a une bonne pratique de la rénovation? Sinon, essayer de conserver l'esprit de ces endroits-là. Effectivement, faire de l'isolation thermique par l'extérieur sur une maison landaise, ça paraît compliqué. Mais voilà, y a-t-il des bonnes pratiques? Non, je pense qu'il faut aussi laisser un peu aux habitants le droit de modifier leur espace de vie comme ils l'entendent. L'aérial landais, la maison landaise, c'est un modèle qui s'adaptait finalement à beaucoup de gens, et à tous les Landais finalement. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a des choses à ne pas faire évidemment. On a ici un confrère architecte de Londres qui lui-même a rénové un aérial pas loin d'ici. Que M. Carforster veuille m'excuser parce que je ne le vois pas. Je sais qu'il est au-dessus de moi. Je vous salue. Je vais vous passer la parole également. Alors, pour relancer un petit peu, pour compléter ce que vient de dire Thomas, il y a des mots qui me sont venus et j'ai fait une liste. Alors, on parle de bonnes pratiques de restauration de l'aérial. Il y a le mot bois, évidemment, qui vient à l'esprit, chêne, pin. Il y a aussi le mot, c'est peut-être moins connu par certains, peyreugnog ou garluche, c'est-à-dire cette espèce de grès ferrugineux très utilisé à sabre un petit peu, à Comensac, et puis après au-delà sur Pissos, Soignac-et-Muret par exemple. Je pense à toit à 2 ou 3 os. Il y a aussi un terme que j'ai découvert dans Arnaudin, qui est repris, entre autres, qui est cité, parce qu'il emprunte beaucoup Arnaudin dans cette publication, c'est le mot à mi-journat, c'est-à-dire bien exposer sa maison, si on la construit, c'est-à-dire la tourner vers le midi ou le sud-est, au soleil levant. Ils ne faisaient pas n'importe quoi, les anciens qui bâtissaient. Il y a la question des dépendances, il y a la question aussi des mini-reliefs qui entourent ou qu'on trouve sur l'aérial ou à l'approche de l'aérial, les crastes, les dougues ou les barates,
les Violandais savent que si y a craste, il y a barat. Problème de clôture, de limite. Enfin, c'est une problématique de propriétaire, mais enfin qui était connue. Il y a la question aussi de la sensibilisation des artisans, des gens qui aussi rénovent eux-mêmes. Ils passent peut-être pas tous par un architecte. Alors, peut-être au grand regret des architectes d'ailleurs. Bon, en tout cas, ça serait peut-être intéressant de se tourner vers notre ami Nicolas Carforster, donc au-delà de la Manche, pour avoir son point de vue, son expérience dans le pays des Albrais, et par rapport à cette architecture que j'ai cru comprendre, il aime beaucoup. Alors Nicolas. Bonjour, je suis désolé de ne pas pouvoir participer. Malheureusement, avec les restrictions et les problèmes de voyage, c'est difficile. Mais je suis de tout cœur avec vous et j'aimerais beaucoup d'ailleurs être à Sabre en ce moment plutôt qu'à Londres. Mais vous allez sûrement vous demander pourquoi quelqu'un de Londres, qu'est-ce qu'il y connaît, quelle expérience a-t-il des Landes. Eh bien, j'ai une grand-mère qui venait de Salles en Gironde et dès que j'étais petit, on allait d'ailleurs à Marquès depuis que j'avais 3 ans. Donc j'ai vu Marquez grandir depuis sa tendre enfance. J'ai vu les maisons y être transportées, la maison du mineur, la maison des métayers, etc. Et dès ma tendre enfance, j'étais absolument fasciné par cette architecture particulière. La France a tant d'architecture régionale, mais celle-là est tout à fait singulière et unique. Et je me suis promis qu'un jour, c'est le genre de maison que j'aimerais avoir. Ma mère a restauré une maison dans les Landes aussi à Sort, mais non content de ça, j'ai entrepris un projet avec mon ami en 2005 à Luxeuil, une maison justement, la maison typique landaise à auvent, dans un aréal extrêmement isolé. Mais un tout petit terrain qui avait été coupé pour des raisons familiales et ça représentait un jardin engouffré avec une maison qui ressemblait plus à un pavillon de banlieue normand avec des colombages marrons et des fleurettes et des massifs floraux partout. Et le plus possible, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment recréer un environnement qui ressemble à ce qu'on trouve à Marquez. Alors, en même temps, il y a des contraintes parce qu'effectivement, l'architecture d'autrefois est née d'une certaine nécessité et aussi d'un mode de vie qui est adapté à son paysage. De nos jours, on vit différemment, on a de l'électricité, on a du confort, etc. Donc forcément, on ne va pas non plus replonger au 19e siècle. Mais je pense personnellement, et par expérience de ce qu'on a pu faire, on peut très bien marier l'ancien et le moderne, mais en respectant tout à fait au moindre détail près les proportions et les détails de l'architecture d'origine. Parce que ces maisons, pour moi, ce sont des machines à habiter qui vraiment sont nées du terrain. Elles vivent avec le terrain, l'aérial, le climat, tout ça, en parfaite symbiose. Il y a une raison pour laquelle elles ont les proportions, les ouvertures de fenêtres, la disposition des pièces telles qu'elles les ont. Et donc, à mon avis, enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il est absolument impératif de respecter ça et de rester dans les matériaux, dans les proportions d'ouverture, dans les couleurs et aussi dans le traitement du terrain lui-même. Et justement, dans le petit terrain qu'on avait, nous, malheureusement, on n'avait pas un grand aréal, on a voulu écarter le plus possible la végétation pour créer un espace ouvert, recréer l'espace que la maison aurait eu à l'origine autour d'elle, au moins, même si en deçà, là où il y aurait eu des champs de céréales qui sont maintenant devenus des cultures et des terrains forestiers de pins, au moins avoir un aspect autour de la maison et recréer ce que la maison aurait pu être il y a 100 ans ou 150 ans. Et donc, voilà mon expérience d'avoir fait cette maison. Nous l'avons vendue donc maintenant il y a 2 ans. Et nous sommes contents d'avoir en fait redonné au patrimoine régional une maison qui ressemble vraiment à ce qu'elle aurait pu être autrefois. Et j'ai eu justement un compliment de quelqu'un qui a connu la maison quand j'étais petit, un menuisier de Luxeuil qui est venu un jour et il m'a dit: c'est incroyable, je revois la maison comme elle était quand j'étais petit. Et il est très âgé ce monsieur. Et justement, pour moi c'était une mission accomplie.
Et donc maintenant, nous attaquons une autre maison sur la Brite, justement, que nous avons achetée il y a un peu moins de 2 ans de ça. Ah, Et la maison principale, aussi une grande maison au vent, très ancienne, très basse. Et nous avons réuni les deux pour recréer un aérial. Et nous allons justement travailler là-dessus. Enfin, nous sommes en plein de travaux d'ailleurs, pour redonner aussi l'aspect d'origine. Parce qu'après tout, nous ne sommes que des habitants temporaires. Et chacun laisse sa trace. Et nous, notre mission, c'est de laisser une trace historique basée sur l'origine et sur les racines de la maison et de l'aérial. Voilà. bon. Mais merci Nicolas de cette expérience. Alors, si j'ai bien compris, c'est une expérience multiple, puisqu'il y a plusieurs maisons qui ont été restaurées par la famille. Tout à fait, tout à Voilà, fait. bon, c'est La bien. première maison, ma mère l'avait achetée en 1987, une très mignonne petite maison sur un très joli aréal où il y a 3 maisons alignées. Évidemment, c'était une différente époque. Moi, j'étais évidemment moins impliqué, mais ce qui était important, c'est que après que j'ai découvert Marquez et les maisons hollandaises, j'ai commencé avec des cartes ou un 25 millième ou un 50 millième à passer au peigne fin presque toutes les communes de la Grande Lande. Et en fait, à visiter en voiture carrément, faire tous les chemins, un peu comme faisait Félix Arnaudin, et quelquefois me faire mal recevoir, évidemment, par des gens qui étaient un peu surpris par ma venue. Et j'ai commencé, en fin de compte, à accumuler une collection de photos. J'en ai maintenant plus de 1500. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ma collection remonte à 1985, on voit combien beaucoup de quartiers ont changé, quelquefois pour le pire, quelquefois pour le mieux. Quelquefois, j'ai même, au cours des années, suivi certaines maisons que j'ai vues descendre malheureusement jusqu'à la ruine, alors qu'elles étaient encore habitables dans les années 80. Mais aussi, j'ai vu des maisons être sauvées, quelquefois, selon mon goût, mieux ou moins bien. Mais c'est intéressant de voir l'évolution justement de ce travail photographique qui n'est pas fini, mais que j'ai maintenant comme une sorte de bibliothèque en fin de compte, et que je partagerai évidemment avec le parc naturel. Et lorsque je viendrai m'installer plus dans les Landes, c'est une mission que je veux continuer à faire et à partager à ce niveau-là. Et ça m'a permis de découvrir justement non seulement la maison hollandaise, mais aussi la maison hollandaise selon les communes. Parce qu'il n'y a pas une maison hollandaise, il n'y a pas non plus une maison hollandaise rien que dans la Grande Lande. Il y a toutes sortes de variations selon les communes, selon les charpentiers, et évidemment selon les pays limitrophes, si on peut dire, avec les petites Landes, les Landes girondines, etc. Et je me suis rendu compte justement qu'on peut commencer à comprendre les différents volumes selon les communes. Et c'est très important, à mon avis, justement, de respecter ça aussi quand on restaure une maison, parce que une maison comme les maisons comme celles qu'on voit à Marquez ne sont pas nécessairement appropriées si on restaure une maison sur une commune plus lointaine comme Garin ou l'Incoac ou comme ça, ou le Seine. Et je me suis rendu compte de ça justement. Et je me suis rendu compte aussi du nombre de quartiers qui sont restés plus ou moins intouchés. Et en fin de compte, on peut faire un bilan comme ça en découvrant que les communes qui ont été le plus affectées sont celles évidemment qui ont été le plus rattachées aux routes principales, aux autoroutes, etc., aux moyens de transport comme les trains. Et ça, évidemment, ça a permis de changer le paysage, d'apporter une certaine industrialisation, et donc malheureusement aussi une déchirure de l'aspect d'origine. Alors que les communes plus reculées, surtout dans les petites Landes justement, on trouve encore beaucoup de quartiers avec un aspect pratiquement intouché. Et c'est ce qui me fascine justement beaucoup aussi. Et j'essaye de comprendre ce puzzle, comment on peut avoir de telles différences, à la fois dans une commune et en fait entre communes, quelquefois à 8-10 km entre elles. Et ce sont ces détails que j'ai commencé justement aussi à répertorier par plusieurs dessins, parce que c'est mon métier d'architecte, et d'essayer de comprendre les différents traitements de poutraison, d'auvent, de proportion, et du plan aussi, du plan qui change, surtout quand on va vers l'Est, et qui commence à ressembler beaucoup plus Oui. à des maisons gersoises, et voire des maisons du Midi, en fin de Bien, compte. bien Euh, de, sûr. de- Bon, ben oui, merci beaucoup, Nicolas. Alors, effectivement, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire qui m'ont mis du baume au cœur. D'une part, vous regardez les cartes IGN ou les cartes anciennes avec beaucoup de précision, ce qui est bien.
Et puis d'autre part, quand même, Marquez, l'écomusée, vous a permis de prendre conscience et d'apprendre beaucoup. Donc ça a été formateur. La vocation pédagogique de Marquez a été utile pour vous. Alors, il y a un aspect que vous avez soulevé, c'est bon, la différence effectivement de bâti. Il y a des nuances dans les RIAL et dans les constructions sur les RIAL. Vous avez évoqué les landes, les petites landes qui touchent aux basadés, effectivement, même voire à l'Armagnac gersois. Et donc, il y a des différences dans le bâti. Les auvents ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il y a des différences de matériaux utilisés. Je pense en particulier au pays de Peyrugnog. Donc, j'y faisais allusion tout à l'heure du côté de Soignac-et-Muret, Pissos, etc. Ou Comensac. Ce n'est pas les mêmes choses que dans le Marensin, où il y a des aériaux aussi. Peut-être que l'architecte de Dax pourra nous en parler, ou madame là, qui voit qui a une vision générale du département. Alors, je voulais également aussi souligner, avant de passer la parole à notre voisin architecte, qu'il y a aussi la pression. La pression je pense que vous avez cité le cas de Luxeuil. Bon, je pense que la pression doit être forte, la pression foncière, la demande, mais il y a peut-être moins de densité. Mais par contre, le problème de la dénaturation des aériaux, non loin de Dax, non loin de Mont-de-Marsan, non loin dans la grande périphérie de Bordeaux, le nord-ouest le pays de Borne, bien sûr, et le nord-ouest de la zone de la communauté de communes Cœur-Haute-Lande, très concernés, parce qu'évidemment, sont très concernés parce qu'il y a une demande importante. Donc la tentation de parcelliser est forte, je suppose. Philippe Sartre. Oui, complètement. C'est un petit peu l'antagonisme que je levais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a une attraction tellement forte que certains aménageurs, donc certaines collectivités, se sont laissés aller à donner des droits à construction beaucoup plus que d'autres. Alors très clairement, le cœur de cette forêt est un peu plus préservé parce que notamment les élus de ce territoire avaient comme objectif une forme de préservation de ces espaces. Par contre, dès que vous êtes en périphérie et confronté à une pression urbaine énorme, soit girondine, en gros grande agglomération Bordeaux, bassin d'Arcachon, voilà, on les connaît toutes, d'où viennent les pressions. On a eu tendance certainement à ouvrir beaucoup trop à la construction des espaces qui accueillaient les aériaux, et notamment au prétexte que c'était des quartiers d'aériaux et que donc il fallait continuer à les laisser vivre. On craignait le pire, on a été un certain nombre d'élus à avoir dit attention, attention très tôt. Et effectivement, il y a des ratés. On va pas, voilà, on a un certain nombre d'espaces de quartiers d'aériaux qui ont été compartimentés puisque des droits à la construction avaient été ouverts par des zonages qui permettaient de construire. Voilà. L'explication est là. Donc là, actuellement, on est dans une grande campagne qui se prépare derrière le SCOT et puis derrière un PLUI, c'est-à-dire intercommunal, c'est-à-dire à l'échelle de 26 communes, une forme d'homogénéité qu'on n'a jamais connue et qu'on connaîtra dans les années à venir, où cette vocation à la construction sur ces espaces naturels sera beaucoup plus limitée que ce qu'elle a pu être. D'accord. Bon, alors donc là, nous avons un homme de terrain ou de sommet, de maison, de toit, etc. Là, quelle est Frédéric, sa part? C'est Frédéric, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, de l'expérience, est-ce que les matériaux traditionnels sont vraiment demandés? Est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Est-ce qu'ils sont de qualité, la qualité requise, etc. Alors, tant le bois que le reste. Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, l'Aérial, mais au-delà de ça, l'urbanisme traditionnel landais, il naît, et partout dans le monde, de toute façon, il naît des matières premières qu'on trouve sur place. Et si avant, il n'avait pas le choix parce que les problèmes techniques de transport imposaient de construire avec des matériaux du coin, l'avenir est à l'Aérial parce que les problèmes de transport vont nous rattraper. Et donc ce bâti, cette esthétique-là, qui pour beaucoup est due aux matériaux qu'on utilise,
ne peut qu'avoir que de l'avenir. Et donc, nous, on a fait ce pari-là il y a 10 ans, il y a 12 ans, quand on a créé l'entreprise. On était charpentier, tout simplement, avec les techniques modernes, le sapin et toutes les charpentes modernes qu'on fait maintenant. Et en fait, on se rend compte que en retrouvant le savoir-faire, en utilisant et en défendant les matériaux qu'on trouve sur place, mais on trouve les gens qui en ont besoin, on trouve l'esthétique dont la région a besoin, on trouve le bien-être que ces matériaux naturels apportent, on trouve des réponses au développement durable dont on a tous besoin. Et du coup, on a une entreprise florissante parce qu'on a fait le choix de l'économie locale, des matériaux locaux, de l'humanisme qui va avec tous ces échanges-là. Et donc, je pense que c'est pas que l'Erial qui va avec tout ça, c'est le bien-être. Et donc, tout à l'heure, vous citiez des matériaux, mais je crois que rénover, parce que restaurer, si on veut pas que l'Erial disparaisse, il faut aussi que les bâtiments soient utiles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Il ne faut pas non plus qu'on dise une bergerie, c'est une bergerie, ça doit rester une bergerie. Non, parce qu'il n'y a plus de brebis chez nous. Donc une bergerie, si on ne la fait pas évoluer vers quelque chose qui est utile, elles vont disparaître, quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on accepte l'évolution de notre temps, qu'on accepte que peut-être il y a des ouvertures un peu plus parce qu'on a besoin de lumière dans une maison. Mais la base, ça reste quand même d'utiliser les matériaux nobles qu'on trouve sur place. Donc moi, nous, on officie plutôt dans la région de Saint-Julien, Mimizan, l'Esperon. Effectivement, on voit les lignées de constructeurs avant nous qui dans cette région-là font comme ça. C'est une logique implacable et qui utilisent les matériaux d'ici. Et en fait, tout se rejoint parce que les normes de construction actuelles, elles sont explosées par les maisons traditionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RT 2020, on l'attend avec impatience et puis on espère que la 2030 va arriver vite, quoi. Parce que quand on utilise du torchis, de la paille, de la chaux, de l'argile, du bois, 90% des maisons, c'est ça. Oui. On explose les normes, quoi. C'est d'une facilité absolue, quoi. Et donc, la seule chose qui nous manque à l'heure actuelle, c'est le savoir-faire qu'on a perdu, quoi. Donc, on l'a perdu parce que le transport est facile, on l'a perdu parce que les matériaux viennent de loin. Mais un jour ou l'autre, ces matériaux-là vont devoir être réappris, réutilisés. Et au final, le confort qu'on obtient dans une maison comme ça, il va au-delà de toutes les maisons actuelles avec des matériaux qui, pour nous, sont beaucoup moins nobles. Bien sûr. Puis, je voudrais juste aussi dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement, les gens qui veulent travailler ces matériaux sont nombreux et le recrutement est assez facile, alors que le métier est assez dur. C'est-à-dire que lever des poutres en chaîne et étaler de la terre sur des murs toute la journée, c'est pas facile. Et pourtant, des gens qui veulent faire ça, on en trouve beaucoup. Alors que j'ai pas l'impression que faire des maisons de lotissement, ça motive beaucoup la jeunesse, ça motive beaucoup les ouvriers du bâtiment, les petites mains. Et donc ça c'est vraiment un plus parce que on voit les collègues motivés pour faire des belles choses avec des matériaux nobles. Bon, alors vos paroles sont porteuses d'espoir en particulier. Tout à fait. Je vais donner la parole à Thomas. Une petite anecdote, effectivement, on sait que pour le secteur que certains d'entre vous connaissent, que je connais peut-être un peu mieux, sur la Haute-Lande, on va dire, les confins de la Gironde et du département des Landes, au sens large, il y avait quand même dans le passé, notamment près de la vallée de la Leyre, ces petits affluents, énormément de tuileries, de poteries, donc il y avait beaucoup de briques, de barrons, comme on disait, c'est-à-dire de ces pierres un peu massives, enfin de ces briques qui servaient à
Et il y avait eu une communication il n'y a pas très longtemps là, qui avait été faite lors d'une réunion de la Société de Borda par des chercheurs mais qui font un très bon travail sur Belin-Beliette, qui avaient remarqué qu'il y avait une vingtaine au moins entre Argelouse, Mousteil, Bélade, etc. Et Belin aussi, je dis 20, peut-être même un peu plus, hein, de petits ateliers, de mini-ateliers dont l'archéologie locale a retrouvé la trace. Et il y a eu même, je ne sais plus quelle entreprise, ça avait été analysé par des collègues là, qui avaient fourni pas mal de briques au début de la construction des villas d'Arcachon. Donc ça venait par char à bœufs ou peut-être tiré par des mules, enfin souvent des bœufs, vers les nouvelles villégiatures arcachonnaises. Alors, pour ce qui concerne les matériaux, est-ce que c'est facile de faire venir la clientèle à ces matériaux? Est-ce qu'on les trouve facilement? Et est-ce que aussi, ça sera la réponse près qu'apportera peut-être Nicole, dans la déconstruction, enfin, dans la récupération, ce qui peut être recyclé, est-ce qu'on trouve des matériaux traditionnels? Alors, donc d'abord, Thomas. Sur les matériaux, moi après je rejoins tout à fait ce que tu disais. Sur la symbiose qu'il existe entre ce qu'on a fait et pourquoi on le faisait. Les tuiles canal sont nommées comme ça parce qu'elles sont galbées, parce qu'elles sont faites à la cuisse, et que le landais étant petit et trapu, il fait des tuiles galbées, quoi. Solide. C'est un peu ça l'idée. Mais il y a effectivement un risque aussi à la muséification de l'aérial, du bâtiment. Garder effectivement des ouvertures plus hautes que larges, ça se justifie, n'empêche qu'aujourd'hui, il faut de la lumière, il faut du confort thermique en hiver pour les économies d'énergie. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas pour eux. Ils se chauffaient au feu de bois. Nous, aujourd'hui, on essaye d'économiser l'électricité. Donc, si ma maison est mal isolée, je vais consommer plus en hiver. Ça, c'est des nouvelles considérations qu'on a aujourd'hui. Je peux te couper. Vas-y. Je voudrais juste parler du torchis. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour isoler nos maisons. Et le torchis est le meilleur isolant qui existe. Voilà, donc, carbone zéro, avec de la terre à côté, tout à fait. Et pour les clients, ce qu'ils veulent, effectivement, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. On demande du matériau biosourcé, c'est effectivement le but de la RT 2020. C'est d'essayer de mettre plus de bois, plus d'isolant en laine de bois, etc. Après, faire du biosourcé, si c'est pour faire de l'isolant en paille, tant que les entreprises qui font de la paille sont à Nantes, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire. C'est une notion de localité aussi qu'il faut toujours prendre en compte dans ce genre de questions. Petite parenthèse, je me tourne vers l'architecte, donc vers Agnès. Là, est-ce que vous voyez ça aussi, cette demande? Oui, justement, toute la difficulté, c'est Frédéric qui parlait du problème des transports. Du coup, on fait venir du bois de Pologne ou je ne sais pas où, mais il y a aussi tout le transport des médias, tous les transports des images, tous les médias qui véhiculent des tas d'images, d'architecture d'ailleurs, des modes de construction, voilà, on a des images de partout dans le monde, donc les gens se fabriquent leur propre univers architectural, ils voyagent aussi beaucoup, ils rapportent ça sur notre département, ils achètent un aérial et puis ils disent tiens, j'exagère, je vais faire une maison bretonne quoi, parce que j'adore la Bretagne. Et c'est là toute la difficulté. Donc effectivement, il y a plein de problématiques. On est dans un monde où on a accès à tout très très vite. Le tout maintenant, c'est d'arriver à canaliser les choses, à resituer les choses comme il faut et essayer de mettre des limites tout effectivement en évitant de la muséographie, de faire des choses qui ne sont que des musées. Il faut quand même effectivement faire avec les usages, le confort d'aujourd'hui. Il faut réussir à tricoter avec tout ça et faire en sorte qu'on aboutisse à des projets qui conviennent au paysage, aux propriétaires et voilà, à tout le monde, quoi, que tout le monde s'y retrouve. D'accord. Moi, j'avoue qu'une fois, j'ai eu une grande honte parce que je voulais acheter un peu de bois pour faire de la clôture. Et puis, chez le roi Merlin, on dit « Oh non, mais c'est du sapin, je ne sais pas quoi, de Sibérie. » Et je l'ai transporté dans les Landes. J'avoue que j'étais pas très fier d'avoir transporté ça depuis Bordeaux en plus. Enfin bon, bref, c'est une histoire. Alors, donc, Nicole Paul, donc, moi, j'avais tout faux ce jour-là. Est-ce que Battestia arrive à récupérer des matériaux traditionnels en dehors de ce qu'on peut trouver à foison
chez les grandes surfaces de bricolage. Mais enfin, dans ce qui est démoli, de ce qui est ancien et ce qui est déconstruit intelligemment, peut-être que tu peux évoquer cette notion de déconstruction. Est-ce qu'on trouve des choses intéressantes? Oui. Il faut appuyer sur le petit... Voilà. Oui, déjà, effectivement, notre association œuvre pour l'éco-responsabilité dans le secteur du bâtiment et actuellement nous avons un focus sur le réemploi des matériaux. Et pour nous, les RIAL, c'est un pont entre le passé et le futur. Le passé parce que eh bien, nos anciens, quand ils construisaient les RIAL, je dis pas RIO, eh bien, donc déjà, ils employaient les matériaux qu'ils avaient sous la main, comme l'a très bien décrit Frédéric. Mais aussi, tout était précieux. Et ils réemployaient ce qu'ils pouvaient réemployer. C'est d'ailleurs pas spécifique aux matériaux de construction, c'était valable pour l'alimentation, pour les vêtements, pour tout. Puisque les RIAL étant isolés dans la lande, donc voilà, le transport était difficile et comme disait mon grand-père, il fallait faire du neuf avec du vieux. Donc c'est un savoir-faire qu'ils avaient, que l'on a perdu. C'est un savoir-faire parce que pour réemployer des matériaux, eh bien, il faut d'abord partir du matériau pour concevoir ce qu'on va construire. Ça va être la vieille poutre qui a été récupérée de la grange qui s'est écroulée, qui va être réemployée pour agrandir la maison et qui, bon, parce qu'elle est tordue d'une certaine façon, elle va servir d'arbalétrier peut-être et il va falloir adapter, je suis pas spécialiste, mais il va falloir adapter la construction à cette poutre-là. Et ce savoir-faire, on l'a un peu perdu parce que depuis beaucoup d'années où on construit qu'avec du neuf, on part plutôt du design de l'architecte et on achète les matériaux en conséquence. Donc c'est un savoir-faire qui a retrouvé. Et ces matériaux-là, qui étaient utilisés sur place parce qu'ils existaient sur place, donc le bois, la garluche, tout ce qui était aussi briquettes et tuiles, comme tu l'as bien dit, Jean-Jacques. Mais en fait, en ce moment, et pour le futur, c'est un peu le saint Graal que cherchent à atteindre tous les concepteurs, architectes, décideurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, puisqu'on est en plein dans l'éco-conception des bâtiments et le fait que, en analysant son cycle de vie, il faut aussi que le bâtiment, arrivé en fin de vie, ait un impact carbone proche de zéro. Et les maisons de l'Erial Landais, c'était l'exemple typique, puisqu'on le voit maintenant pour celles qui sont en ruine. La nature les digère très facilement et il n'en reste plus rien, tout revient à la nature. Donc c'est vraiment un pont entre le passé et le futur. Alors arriver à récupérer des matériaux, absolument. Et pour ça, l'Erial nous montre aussi un autre exemple, c'est qu'il a la particularité d'être un espace, souvent donc un grand espace avec des dépendances. Et actuellement, quand on fait du réemploi, c'est souvent l'espace de stockage qui pose problème, puisque en réemploi, il y a une composante qu'on ne maîtrise pas forcément très bien, c'est le timing de la construction par rapport à l'approvisionnement des matériaux. Par exemple, on va avoir l'opportunité de récupérer chez le voisin 50 mètres carrés de carreaux de Gironde. Mais on n'est pas prêt à les poser de suite et il va falloir attendre 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, il va falloir les stocker. Voilà. Donc en réemploi, c'est souvent la problématique et l'Erial se prête bien à ça parce qu'on a souvent l'espace de stocker. Il y a de la place. Oui. Voilà.
D'accord. Bon, tout ça est intéressant. Alors, je signale au passage, parce que ce que tu viens de dire m'y fait songer, c'est que à propos de réemploi, il y a eu quand même des études de scientifiques, même s'il y a eu autour de vifs débats, je passerai sur les détails, mais je vous rappelle que dans le colloque, le dernier colloque, ça commence à remonter, du Conseil scientifique du Parc naturel régional, il y a eu toute la communication et les études qui ont été faites sur la maison de Guirotte, bon, qui a été réimplantée, qui venait du quartier là, de Guirotte à Sabre, réimplantée sur l'Érial, ici, au bout de la ligne de chemin de fer. Et donc, on sait qu'il y a eu du réemploi. Alors, le problème, c'est de savoir la date des poutres, mais enfin, elles n'étaient pas du 19e siècle, c'était avec 2 ou 3 siècles, voire plus, d'antériorité. Donc, c'est vrai que le réemploi, puis c'est vrai que les vieux, autrefois, ils disaient tout peut servir, il faut tout garder. On est encombré, mais c'est vrai que sur l'Arial, on a de la place, donc Voilà. on peut gaspiller. Sauf que les raisons maintenant sont différentes. Oui. Donc à l'époque, ils faisaient du réemploi pour des questions pratiques. Maintenant, on va le faire pour des questions écologiques, puisque le bâtiment représente beaucoup de pillage de ressources naturelles, pour notamment le sable et l'eau. Beaucoup de dégagement de gaz à effet de serre pour la fabrication des matériaux. Au niveau mondial, c'est 5%. Le bâtiment représente 5% des gaz à effet de serre, donc qui vont dérégler le climat. Et surtout, ça occasionne beaucoup de déchets. Pour la France, on en est à plus de 42 millions de tonnes de déchets, hein, que pour le bâtiment. Donc le fait de réemployer les matériaux est une solution à tout ça. Et c'est pour ces raisons-là qu'on va actuellement et dans le futur faire du réemploi. Donc les raisons sont différentes de nos aînés, mais le résultat va être le même, mais surtout les mises en œuvre et les savoir-faire sont à retrouver. Alors une question d'actualité qui est venue pour moi aujourd'hui même, donc je me tourne vers l'élu. Il se trouve que nous avions sur notre, entre guillemets, on n'a pas un aérial, mais enfin disons on a de la place. J'avais des tuiles cassées, etc., qu'il fallait évacuer. Donc il y a quelqu'un qui travaille parfois chez moi qui vient, il me dit bon, je les porte à la déchetterie à Mousteil. Et il me dit mais aujourd'hui ils m'ont laissé rentrer, mais il a fallu que je négocie parce qu'il y avait un broyeur de tuiles et de briques. Donc ça c'est quelque chose qui se développe maintenant pour réemployer, je ne sais pas oui, quoi. Donc là, on n'est plus dans le réemploi, on est dans le recyclage, qui est un peu différent, puisque le recyclage, on intègre la notion de reusinage et comme tu l'as dit, de broyage, donc une dépense d'énergie supplémentaire, de transport supplémentaire. Donc c'est un peu moins noble ou vertueux. Un peu moins noble que le réemploi. Et par contre, oui, le recyclage dans tout ce qui est gravat se pratique de plus en plus pour refaire des bétons allégés, des bétons. Ouais. Donc, on entre dans un cycle plus vertueux. Est-ce que le jeune architecte qui est Thomas voit cela souvent? Est-ce qu'il y a une demande vraiment forte Oui, c'est l'objectif, oui. Oui, c'est l'objectif. Mais est-ce que il y a beaucoup de gens, vous le savez, qui achètent des maisons sur catalogue, les lotisseurs, les marchands, ils sont là. Donc, est-ce qu'ils éduquent? Est-ce qu'ils ont une capacité? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient formés eux-mêmes? Non, mais c'est sûr que c'est compliqué, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Et puis le problème aussi d'aujourd'hui, c'est nous, en tout cas, les particuliers qu'on voit, ce qu'ils veulent, c'est aller très vite. Donc, ça devient très compliqué. À partir du moment où on commence à leur parler de savoir-faire, de techniques traditionnelles, de pourquoi pas recyclage, tout de suite, ça les effraie. Ils veulent aller. On est dans une société où tout va très très vite. Donc, il faut essayer de calmer les ardeurs, mais c'est pas simple. Sous forme de boutade, tes tuiles, il aurait fallu écouter madame et faire du réemploi. C'est-à-dire que même briser, ces tuiles, autrefois, elles servaient pour faire les chemins. Oui. Voilà. Donc le réemploi classique des tuiles cassées, ici, c'était la constitution du chemin. Oui. Non, mais j'en ai utilisé déjà. Mais enfin, bon, là, il y avait un petit stock en plus gênant.
Voilà. Alors du coup, écoutez, avec vos propos, tout ça, petit à petit, on s'achemine vers le troisième temps, avant de vous passer la parole, cher public, qui est donc, avec un point d'interrogation, vers un Érial du 21e siècle. Alors il y a des mots-clés qui me sont venus à l'idée. Bon, il y a tous ces défis, cette pression foncière. Il y a la connaissance du patrimoine, bon, qui passe par la culture, y compris linguistique, l'histoire des Landes de Gascogne. Il y a les comparaisons avec des régions à identité affirmée. Je pense au Pays Basque. Enfin, quand je vais au Pays Basque, je vois que apparemment, peut-être que je me trompe, que tout ce qui est nouveau, parfois on a l'impression que ça a existé de toute éternité, ce qui n'est pas forcément la vérité. Mais enfin, il y a une espèce de respect apparent. Je ne sais pas, les gens spécialistes d'architecture, d'urbanisme me diront peut-être le contraire. Bon, alors comment lutter contre de nos aériaux, de nos villages landais, comment lutter contre la banalisation des styles architecturaux, enfin, si le mot n'est pas trop choquant, enfin, si on peut l'employer. Voilà, ça me paraît être une question. Bon, alors, parmi évidemment les autres questions par rapport au futur, par rapport au 21e siècle, vous avez déjà abordé ça, la question du réchauffement, le mot passif ou maison passive n'a pas été utilisé, mais enfin, vous y pensiez beaucoup, je pense. Voilà, il y a le problème. Alors, il y a aussi le problème des abords de l'Érial, des aériaux, les jardins qui existaient, etc. On pourra peut-être l'aborder après. Mais par rapport à l'identité, enfin, je compare avec le Pays Basque, qui est une région voisine, quoi. Voilà. Comment essayer de faire en sorte que ce ne soit pas n'importe quoi dans les Landes de Gascogne? Je pense que ouais, Philippe chacun sera. a des choses à La dire. question, elle se pose effectivement, et essentiellement aussi autour des règles d'urbanisme. Toute la difficulté, c'est effectivement de savoir jusqu'où on pose les limites, et jusqu'où on va dans les contraintes entre guillemets architecturales. Le Pays Basque, effectivement, fait partie de ces régions où quand on y va, on se dit oh là mon Dieu, c'est formidable, c'est propre, c'est blanc, ouais, c'est rouge, c'est vert, tout est harmonieux. Après, il y a peut-être l'envers du décor où malheureusement aussi l'architecture peut se retrouver bridée à certains moments parce qu'elle a tellement été contrainte pour être cadrée dans un moule. Il y a la carte postale, un peu. Oui, voilà. Dans les Landes, depuis plus longtemps, on n'a pas voulu être aussi drastique et peut-être trop ferme. Et donc, on a laissé plus de liberté. Mais effectivement, là où s'arrête la liberté? Parce qu'on peut se retrouver avec parfois des choses qui sortent du champ qu'on aurait aimé, du champ architectural qu'on aurait aimé. Voilà, c'est là où qu'est la difficulté. C'est vraiment l'architecture, c'est pas simple, c'est de l'art, quoi. Donc c'est pas simple à faire rentrer dans un moule. Et c'est une grosse difficulté que les élus ont, notamment dans les règles d'urbanisme, les PLU, les PLUI, et ça amène beaucoup de débats. Si je peux me permettre de faire une petite remarque, justement, et ça touche un petit peu à ce qu'on disait avant au niveau muséification et tout ça. Je pense que ce qui est d'abord très important, surtout moi qui n'habite pas en France, mais je vois et j'ai beaucoup voyagé dans les différentes régions françaises, c'est de prendre conscience des différents types architecturaux. Et justement, quand on a une maison landaise, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est. Et justement, ce format, d'après ce qu'on peut comprendre, a traversé bien des siècles, et on sait qu'il existe depuis au moins, enfin on pense au moins le 16e ou 15e siècle, sinon à voir avant. Et il y a une raison pour laquelle la forme et justement certaines proportions ont perduré. C'est parce qu'en fait, ces maisons elles marchaient et elles s'adaptaient au climat. Et en fin de compte, pour revenir à l'idée de faire des ouvertures de fenêtres plus grandes pour avoir plus de lumière, c'est des concepts très contemporains, je comprends, c'est tout à fait respectable. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à ouvrir les fenêtres et faire des ouvertures grandes dans une maison hollandaise, après on crève de chaud dedans. Et pourquoi? Parce qu'en été, la maison hollandaise reste très fraîche avec ses petites ouvertures, et en hiver, en même temps, elle reste très douillette et chaude autour de la cheminée, et évidemment,
compensés par des systèmes de chauffage contemporains qu'on peut très bien concilier dans des greniers avec des systèmes d'aérothermie qui ne sont pas visibles, ou justement aussi les poêles à bois ou des poêles économiques à granules et tout ça. Donc, je crois que c'est tellement important de se rendre compte pourquoi est-ce qu'on a acheté une maison dans les Landes plutôt qu'en Bretagne ou en Corrèze ou comme ça. Et une fois qu'on se rend compte de la maison elle-même, c'est rien que par la toiture. Elle est posée, elle est disposée selon les vents, selon l'arrivée de la lumière. Elle est parfaite à cause de ça, justement. C'est pas pour dire justement, comme on disait avant, qu'on va vivre comme au XVIIIe siècle, mais il n'y a aucune raison de changer et en fin de compte de dérober au patrimoine les spécificités de l'architecture régionale. On peut très bien travailler avec, à mon avis, tel que c'est. Et justement, au niveau du recyclage, deux exemples. Notre maison que nous avions à Luxeuil, en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'elle a été construite en 1843 à la place d'une autre maison qui a brûlé en 1841. Et effectivement, elle contenait des poutres qui venaient d'anciennes maisons. La maison qu'on a maintenant à l'Abrite a été construite en 3 phases. On pense que la première phase date au moins du XVIIe siècle. Elle a été agrandie après, de sorte que dans la pièce commune principale centrale, on a les poutraisons de l'eau d'un auvent qui sont maintenant à l'intérieur, mais on sait que c'était en fait l'auvent. Et j'ai découvert ça avec Adrien Roussier qui travaillait au parc naturel il y a 2 ans, en faisant un petit peu des recherches. Et donc, effectivement, en parlant de recyclage, déjà, ils le faisaient aussi à l'époque, par nécessité. Et je pense effectivement que les maisons ont évolué, pas simplement parce qu'on s'est laissé faire et qu'on s'est dit pourquoi pas laisser intervenir des détails qui sont pas de la région, mais aussi ça a commencé beaucoup plus tôt. Ça a commencé au 19e siècle quand il y avait des influences urbaines, quand on voit justement beaucoup de maisons hollandaises qui ont commencé à avoir des ouvertures de fenêtres alignées avec des briquettes industrielles, comme on voit sur des maisons plus tardives, et aussi des rajouts en briques industrielles, parce que c'était tout simplement un style qui était plus de l'époque. C'était plus facile aussi peut-être de travailler là-dessus que de travailler sur des vieilles poutres. Et maintenant, on se penchera plus justement sur une toiture ancienne pour essayer de récupérer du torchis, récupérer des bois le plus possible. Mais bon, on faisait comme on pouvait. Il y avait aussi peut-être pas beaucoup de moyens sur certains aériaux qui travaillaient encore, en fin de compte, comme ils travaillaient 200 ans auparavant. Mais il fallait perdurer, faire vivre, et ou bien on laissait la maison tomber parce qu'elle était démodée et c'était plus facile de faire construire un petit pavillon d'époque Napoléon III à côté, comme ça a été 1000 fois le cas sur plein d'aériaux, ou alors on adaptait la maison en y mettant des fenêtres plus grandes. Notre maison de l'Abrite, par exemple, a des fenêtres qui manifestement, sur certains côtés, ont été ajoutées sûrement au début du XXe siècle, pour effectivement mettre des fenêtres à battants plus grandes, plus à la mode, euh, sans doute pour aussi accueillir plus de lumière. Donc ces changements existaient déjà depuis très longtemps. Je ne pense pas que c'est uniquement des tendances qui sont plus récentes ou qui sont dues à des intérêts pour un confort contemporain nécessairement. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, c'est tellement important de respecter et de comprendre la maison dans laquelle on habite, et avant même d'entreprendre des travaux, parce que c'est tellement important justement après de garder ça comme un élément qui fait partie du patrimoine, tout comme une maison bretonne pourrait être restaurée dans son style, ou une bourrine vendéenne, ou une maison tourangelle, ou comme ça. Donc, je crois que c'est un mélange, oui, de recyclage, effectivement, de matériaux si possible, et de réutiliser. Nous avons un mur, justement, côté nord de la maison de l'Abrite, qui est très abîmé, forcément, côté nord, plus exposé aux éléments. Et j'ai débattu longuement sur ce qu'on pourrait faire. Alors, on m'a proposé de démonter ce mur complètement et de recréer avec des colombages refaits à la main, et même en utilisant certains colombages le plus près possible de ce qui est. Mais moi, je voulais pas. Moi, je voulais laisser les colombages qui étaient là, les sauver le plus possible. Et c'est ce qu'on a pu faire. Les pans de bois qu'on a pu garder ont été gardés, parce que je sais qu'ils ont été mis là à une époque tellement ancienne que je ne veux pas toucher à ce qui a été installé il y a 200 ou 300 ans. S'il y a des réparations à faire autour, très bien, on peut aussi agencer, réparer autour, renforcer s'il faut. Mais le cœur de la maison, l'ossature, en fin de compte, le squelette, doit
à mon avis, rester absolument impératif et intouché. Et donc, avec ça viennent aussi les ouvertures. Alors maintenant, moi j'ai des ouvertures qui datent peut-être de 1910, sur la maison de la Bride, qui manifestement est bien plus ancienne que ça. Ça rentre aussi, ça fait partie de l'héritage et du patrimoine en fin de compte, et ça fait partie de l'histoire de la maison. Donc il faut prendre ça en compte. Je ne vais pas non plus enlever ces fenêtres pour après remettre des petites ouvertures comme il y avait au XVIIe siècle. Certainement pas. Donc il y a aussi une conciliation à faire. Et je pense que ça, c'est très difficile, évidemment. Où est-ce qu'on tire un trait entre recréer, restaurer, réaménager et aussi faire du faux, qui après peut tomber dans une sorte de réimagination un peu Disney. Donc il faut faire attention aussi, effectivement, de ne pas non plus tomber dans le cliché de faire du faux, comme justement ça se fait beaucoup aux États-Unis, où ils restaurent des maisons très très bien. Ils ont un souci de leur passé historique, comme il est plus récent que le nôtre. Mais quelquefois, malheureusement, on réinvente un petit peu trop. Et c'est très important de respecter ce qui est là et ce qui nous est arrivé. Mais bon, quand il y a des décisions à faire contemporaines, c'est là que je crois justement qu'on est responsable de ça et qu'il faut prendre un petit peu un pas Bon, merci Nicolas. en arrière. Oui. Moi, j'ai une maison maintenant isolée, justement. D'accord. Bon, oui, c'est Oui. oui, vous avez quelque chose à ajouter de plus, non? Non. Oui, parce que oui, vos propos là me font faire deux réflexions. D'une part, parfois, c'est un peu anecdotique, mais ceux qui font de la généalogie s'intéressent à l'histoire de la maison, d'une maison familiale. Parfois, c'est important. Et on peut retrouver à travers, si on y a accès à des actes ou des registres, des actes notariés ou comme ça, l'histoire de la maison, d'une maison. Ça peut être très intéressant. D'autre part, bon, il ne faut pas croire qu'au 19e siècle, par exemple, on n'a fait que des choses bien. Enfin, il y a eu une période, vous savez, pour les Landes de Gascogne, pour ici en particulier, une grande période de prospérité liée au pain, à la résine, etc. Il fallait afficher sa réussite et donc on a construit des maisons, en particulier de bourg, hein, pas tellement sur les aériaux, mais sur la place, il fallait être vu et avec une façade bien orientée au nord, mais visible de tous. Je ne sais pas, c'était les églises aussi, on a reconstruit des églises, on a laissé tomber des vieilles églises plutôt que de les restaurer pour en faire des neuves en pierre d'Angoulême ou de je ne sais où. Voilà, bon, alors je voulais, avant de passer dans la dernière partie de notre soirée, la parole à vous tous, ou à chacun, enfin ceux qui voudront, aborder quand même un aspect. Sur les rials, il y a quand même aussi de la végétation, il n'y a pas que du bâti, il y a des essences utiles qui donnent de l'ombre, qui donnent des fruits, il y a de la vigne parfois, il y a des jardins, etc. Est-ce que proposant des aménagements d'erial ou d'eriaux, de maisons, de parcelles, vous tenez compte de ça, chers hommes de l'art? Effectivement, pour en revenir au propos des ouvertures, ce qu'on peut voir sur nos maisons traditionnelles, c'est effectivement la vigne qui vient ombrager les vitrages à la belle saison et laisser la lumière après la chute des feuilles au niveau de l'hiver. Donc effectivement, ces petites attentions du passé sont fort à propos pour les aménagements du futur. Oui. Mais par exemple, à propos des jardins, etc., la mode, je ne sais pas si c'est une tendance lourde ou pas, est à faire parfois des jardins partagés dans certains lotissements ou comme ça. Où il y a Alors, quid sur les aériaux? Je ne sais pas, Kevin, peut-être une idée, ou Philippe, je ne sais pas. Moi, Il faut appuyer, oui. La terre est basse, c'est pour les voilà. jardins. Enfin. Non, mais juste pour revenir sur les aériaux, avec une valeur patrimoniale, historique, comme on vient d'écouter ces très beaux témoignages et plaidoyers. Pour cette catégorie-là, je pense qu'il faut d'abord être très précautionneux. Le boulot de l'architecte, il y en a ici, c'est de vraiment cette lecture, cette lecture précautionneuse. Et c'est vrai que quand on parle des ouvertures, il n'y a pas de doctrine en soi, parce que effectivement, sur des maisons historiques, vous allez avoir les ouvertures
18e dans un format, celle du 19e dans un autre format, et pourquoi ne pas en avoir des 21e? Bon, c'est la question. Alors, quand on a dit ça, il faut faire quand même toujours très, très attention. Il faut vraiment, vraiment réfléchir. Je pense que dès qu'on est dans un champ très patrimonial d'un aérial, il faut réfléchir aux spécificités, à l'orientation, à tout ce qui a été dit, etc. Et par rapport à ce fameux phénomène de l'ouverture, parce que ça, les urbanistes à longueur de temps en entendent parler, tout le monde, les architectes aussi, forcément, je pense qu'il y a des solutions subtiles, intelligentes. Une des caractéristiques de cette architecture traditionnelle, c'est un point sur lequel moi j'insiste souvent, c'est la nature des pleins et des vides. C'est-à-dire qu'on a une architecture, tant dans les maisons que dans les granges, qui allie des volumes vides et des volumes pleins. C'est une spécificité de notre territoire. L'estantade, bien sûr, volume vide, mais aussi dans la grange, tous les décalés, etc. Ça, c'est une base contemporaine forte pour avoir des approches architecturales contemporaines. Dans ces espaces intermédiaires, décalés, on supporte beaucoup plus facilement des baies vitrées parce qu'elles sont dans l'ombre, elles ne sont pas en pleine façade, en pleine lumière, etc. Donc il y a des expériences et il y a des architectes qui manient ça avec excellence, de pouvoir réinclure des ouvertures dans des espaces, par exemple, comme les fonds d'estantade, parce que c'est dans l'ombre portée permanente de l'estantade. Bon, alors c'est un exemple pour en donner d'autres. On pourrait en donner d'autres. Voilà. L'estantade, c'est l'auvent. L'auvent, pardon. Pour l'auvent. Enfin, oui. Mais là, je pense que tout le monde le savait ici. Oui, on est entre soi. On est entre soi. Pour ce qui est de l'inspiration, de ce que tu disais, bon, Pays Basque, bon, très bien. Après, c'est vrai qu'ici, on s'est toujours refusé à tomber dans le plagiat. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'on a peur du pastiche, on a peur de tomber dans un truc trop caricatural, on l'a trop vécu. Et donc, on pense quand même que pour ce qui est de l'architecture contemporaine, il faut là aussi reprendre des éléments qui sont déclinés historiquement dans l'architecture traditionnelle, c'est-à-dire des volumétries simples, les deux pans, les trois pans, l'orientation, ce foutraque de désordre de l'aérial qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est ordonnancé par rapport à une géométrie liée aux orientations solaires. Et ça, c'est au millimètre près. C'est-à-dire que la grange est orientée parfaitement comme la maison, etc. Donc ce qui peut paraître aléatoire ne l'est pas du tout. Donc tous ces éléments, il faut qu'on puisse les réinterpréter. Nous, on a fait des lotissements où on s'est imposé que, par exemple, le garage soit en bois uniquement, parce que toutes les annexes étaient en bois, elles soient dans des formats qui soient compatibles aux volumétries, bon voilà, simples, et dans des géométries aussi qui respectent ces alignements, enfin, ces respects, voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses à prendre dans la valeur patrimoniale de cette architecture. Et notamment, moi, je pense à tout ce qui est épiderme, tout ce qui est voilà, volumétrie, espace vide et creux, parce qu'on ne les joue pas assez dans l'architecture contemporaine, alors qu'elle, c'était un élément fondateur de cette architecture. Voilà. Donc, je préférerais ça plutôt que quand même le plagiat systématique des bords de toit de la maison basque, et quand on sait que dedans, de toute façon, c'est de la fermette. Bon, voilà. Donc, voilà. Bon, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je me suis un peu emporté comme le prédécesseur. Tout ça germera. Bon, je suis heureux parce que je vois que par rapport au chronométrage que j'avais établi, on est dans les clous. Mais c'est vrai que, avant de passer la parole, je constate quand même que parfois, en me baladant dans des lotissements, dans tel ou tel village, je vois, enfin je mets des guillemets, bien sûr, beaucoup de guillemets, je vois des horreurs, enfin des choses qui me heurtent, quoi. Mais bon, alors, je ne sais pas comment faire. Voilà, Kevin. Oui, juste aussi, vous avez souligné, c'est vrai qu'on s'est attaché au bâti, à l'élément bâti principalement, et c'est vrai, comme vous l'avez très justement souligné, c'est qu'il y a l'espace bâti qui est constitutif de l'aréal, mais aussi les espaces ouverts qui sont associés, qui répondent à des fonctions. Donc les espaces ouverts, donc l'espace jardiné, cultivé qui était associé, et qui est une forme de complémentarité, et c'est même l'aréal, c'est l'ensemble, et pas uniquement l'attachement d'un bâti. Tout était complémentaire. Voilà. D'accord. C'est un élément important, et l'aménagement au sein de ces espaces est aussi important dans un souci de cohérence de l'ensemble. Donc, on parlait des exemples de clôture en introduction ou autre. C'est un élément aussi important que des ouvertures, des fois, dans l'attachement et
la manière dont ça a été Je constitué veux dire que les aériaux. dans notre commune, voir dans un quartier isolé avec Pierre Regnault et ses maisons traditionnelles, une clôture en plastique bleu pâle, ça m'a fait un choc quand je l'ai vue il y a quelques années. Elle y est toujours. Je sais pas, elle a dû peut-être verdir avec la mousse, etc. Enfin, bon, voilà. Bon, peut-être, oui, tu veux ajouter quelque chose. Et puis après, je ne sais pas comment on va faire, Mathilde, pour passer la parole au public. Oui, vas-y. juste rapidement, je voudrais faire un lien entre le jardin et les ouvertures. Sous forme de boutade, nous, l'exemple qu'on donne le plus souvent pour réemployer des vieilles fenêtres, c'est d'en faire des serres de jardin. Donc je veux juste dire par là que pour le futur, et là je m'adresse aux architectes, dans le réemploi des matériaux pour la rénovation des aériales et plus généralement des bâtis anciens, c'est l'imagination qui prime. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses en réemployant des matériaux, mais il faut avoir de l'imagination et il faut s'adapter aux matériaux. Donc là, c'est voilà, aux concepteurs de bosser sur ce sujet-là et d'imaginer du réemploi qui n'était pas l'usage primaire du matériau, mais qu'on peut adapter à autre chose. Oui, c'est sûr. Je vais juste Oui, répondre. puis après, il faut quand même... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on me parlait tout à l'heure de la société qui va très vite, on veut acheter des maisons très vite, on consomme des maisons comme on consomme des pantalons. Nous, on est très peu appelés pour travailler sur des maisons. 95% des maisons, c'est les constructeurs qui les font. Donc on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, mais effectivement, on est assez peu amené à les faire, à part chez nous-mêmes. Mais c'est vrai que le sujet est aussi, quelque part, pas seulement sur le législateur ni sur l'élu, mais beaucoup sur les modes de vie des gens. Alors beaucoup veulent revenir effectivement aujourd'hui vers quelque chose de plus vertueux, de plus écologique. Mais ça se heurte assez vite avec le prêt à taux zéro que la banque me propose, et c'est maintenant pendant 6 mois et après c'est terminé. Et donc il y a un problème aussi social là-dedans. Bon, d'accord. Alors sur cette constatation, on va passer quand même à la dernière phase. Donc à vous la parole. Alors, donc le micro, grâce à Mathilde. Bonsoir à tous et voilà, merci. Voilà, je vais au milieu, voilà. récupérer. Ah oui, il faut une petite lingette, etc. Voilà. Bon, alors, là, voilà. Il y a quelqu'un là-haut qui veut poser une question. Oui, bonjour. Voilà, j'habite Sabre, dans un quartier. J'ai la chance d'avoir une maison et tout un ensemble de bâtiments traditionnels que je restaure depuis plus de 20 ans, enfin, que j'ai fait restaurer par des amis qui sont ici à Sabre. Et la question que je voudrais poser, c'est que je suis très enthousiaste d'entendre vos échanges, mais ce que j'ai vu ici à Sabre, c'est que j'ai plein d'amis qui ont voulu faire ce qu'on a eu la chance de pouvoir faire, mais ils ont eu un problème de budget, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je ne parle pas de l'habitat traditionnel, mais des constructions d'aujourd'hui qui sont, dans la plupart des cas, un vrai désastre. C'est-à-dire que pour des raisons financières, ils ont des propositions qui n'ont rien à voir avec l'habitat landais. Est-ce qu'on fait quelque chose dans ce sens à l'heure actuelle? Et c'est vrai qu'ici, à Sabre, comme dans beaucoup d'endroits, enfin, je me suis promené du côté d'Arcachon, où vous le citiez tout à l'heure, il y a beaucoup de constructions nouvelles. Je ne vois pas la différence entre notre région et les régions d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que c'est vrai que les maisons nouvelles ne sont pas très intéressantes, en dehors du fait qu'elles sont abordables par toutes les bourses. Alors oui, c'est un problème économique et de construction. Enfin bon, oui. Alors, je vais peut-être essayer de vous répondre. L'expérience que j'ai, si vous êtes dans une optique de sobriété, c'est-à-dire ce que nos ancêtres faisaient par nécessité, donc une maison assez rectangulaire avec 2 pans, 3 pans de toit classique, une maison en colombage, torchis, du chêne, des argiles à la chaux, des argiles à l'intérieur, de la chaux à l'extérieur. Vous êtes dans le prix d'une maison basique de lotissement. Donc vous avez du haut de gamme en jouant sur la simplicité. Donc le confort bien supérieur à du placo pour un prix
qui est à peine plus élevé que... Donc nous, ce qu'on sort vraiment quand nos clients ont des demandes sobres, ça va être aux alentours des 1 500 € du mètre carré. C'est quasiment ce que propose un constructeur de lotissement basique. Donc je pense que là, c'est vraiment juste une question... c'est simplement que les artisans qui ont ce savoir-faire-là n'ont pas réfléchi la chose pour être efficace, et que on trouve les artisans au coup par coup, et que du coup on ne pense pas une maison dans sa globalité dans les matériaux traditionnels, mais on essaye de rénover au coup par coup parce que la filière n'est pas assez développée. Mais si on réfléchit ça et qu'on développe un peu plus ce côté-là, on arrive à, étonnamment, puisque comme tout le monde je ne pensais pas, avoir des coûts tout à fait maîtrisés. Bon, voilà, des choses étonnantes. Alors, monsieur, là, voulait poser une question là, au milieu, puis après... Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire au sujet du recyclage. La mode, depuis quelques années, il n'y a pas très longtemps, ça a été des raisons phoniques et thermiques, c'est de remplacer souvent nos belles ouvertures pour du plastique. Donc, tout ça partait en recyclerie. Mais heureusement qu'il y a des sociétés, des associations d'insertion dans les Landes qui fonctionnent bien et qui ont pour mission en ce moment de récupérer dans les déchetteries toutes ces ouvertures. Donc, il y a souvent de très belles portes landaises. Et la solution, qui était la plus simple, c'était de casser les vitres d'abord, de casser l'ensemble de ces matériaux pour les mettre au recyclage normal, c'est-à-dire au broyage, etc. Puis quand même, on a un peu réfléchi là-dessus dans les associations d'insertion. On s'est dit, c'est quand même dommage. Donc, vous avez au moins 2 associations dans les Landes, enfin la même, qui se trouve à l'entrée de Mont-de-Marsan, que certains connaissent. Et nous avons pensé que le mieux était ou de vendre ou de donner contre une somme modique une grande partie de ces ouvertures, que ce soit fenêtres, porte-fenêtres, qui souvent sont très anciennes, qui sont arrondies, et il y a souvent des portes anciennes dans ces lots-là qui, au lieu d'être vendues, au lieu d'être détruites, et surtout on a pensé qu'il fallait s'arrêter quand on a commencé à détruire des portes-fenêtres en état, par exemple à double vitrage, où il fallait casser les vitres par les règles pour que le bois parte à la casse, etc. Donc je pense que le système est déjà en place. Et on a bien fait, puisqu'on le voit, par exemple, de la déviation de la base, par exemple, on voit qu'il y a un stock qui grossit en même temps, mais qui diminue, de porte-fenêtres anciennes, etc., qui sont très anciennes certains, et d'autres beaucoup plus récentes. Excusez-moi. Oui. Bon, il y a monsieur, là, c'est monsieur Lagardère hein, qui, je pense, habite un aérial aussi. J'aurais 2 questions à poser aux intervenants. Moi, j'ai fait l'acquisition d'un aérial il y a 50 ans, dans la Haute-Lande, sur la commune de Cannes. Et à l'époque, quand j'avais acheté, au niveau du parc naturel, il me semble qu'il y avait un classement. Excusez-moi, je vous interromps. Pardon. Il me semble qu'il y avait un classement des aériaux, puisque le mien, il avait la particularité, il était en 2e catégorie, parce qu'il y avait des dépendances et il y avait des chaînes bicentenaires qui avaient la particularité d'être en damier, c'est-à-dire transversales et longitudinales, mais des chaînes anciennes. Et donc, j'aurais voulu savoir ce qu'il était devenu de ce classement. Il me semble que monsieur, là, il m'a dit que le classement, on n'en tenait plus trop compte. Est-ce qu'il y a toujours un classement sur la qualité des aériaux ? Alors, parce qu'il y avait un parc à cochons, il y avait pour le pain, un four à pain, il y avait tout ça il y a 50 ans quand j'ai acheté cet aérial. Tous les classements qui ont été faits, on va dire, avant les années 2000, étaient des classements à caractère historique ou archéologique, on va dire, c'est-à-dire scientifiques menés par des chercheurs qui étaient dans le giron du parc, soit salariés, soit sur des missions.
on a une mémoire de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments mémoriels qui existent dans les archives. Mais ces classements de l'époque n'avaient aucun caractère opérationnel en termes d'urbanisme. Aucun. C'était de l'histoire. C'était pour mieux connaître. On a commencé à rentrer ces recensements, ces inventaires, comme tu le disais, en 96, 95, 96. Les premiers sont de ces dates-là. Là, quand on faisait ça, fallait-il que la collectivité, à l'époque, s'intéresse au sujet pour dire « je constitue un document d'urbanisme », fallait-il qu'elle le fasse, ce qui n'était pas obligatoire, et j'intègre dans mon document d'urbanisme ces archives. C'est-à-dire qu'on faisait rentrer en annexe des documents d'urbanisme ces inventaires qui permettaient de mettre en exergue des points importants à respecter sur le territoire. Les communes qui ont fait ça sont très rares. Il y en a quelques-unes, elles sont très rares. Depuis, le législateur s'en est un peu mêlé, et depuis, la doctrine du parc a dit, si on doit s'occuper du patrimoine, il faut le recenser, mais on a quand même été assez long à s'y mettre. On y est en plein dedans. On a démarré en 2018, vous vous rendez compte ? Pour pouvoir s'en servir dans les documents d'urbanisme. Donc, tout le travail scientifique qui est fait actuellement de recensement, 2018, et on y est dedans, il y a en gros 9 à 12 ans, si on est raisonnable, de vrai travail, 6 ans intensifs, mais il y aura des suites. C'est fait pour pouvoir rentrer dans les documents d'urbanisme en tant que référence. C'est-à-dire que là, d'un point de vue réglementaire, tout le territoire va être couvert par des documents qui définissent la règle en matière de construction, mais qui aussi, dans leurs annexes, ont un répertoire qui dit attention, ça c'est d'intérêt majeur, ça c'est d'intérêt moyen, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a jamais, tout a de l'intérêt. Mais dans tous les cas, on va avoir sur nos documents d'urbanisme une identification claire du patrimoine le plus important. Que ça soit un four à pain, comme un aérial, comme bien sûr les églises, en fait tout le patrimoine traditionnel. Alors, question au passage, je redonne après la parole à M. Lagardère. Quand un particulier veut rénover ou construire sur un aérial ou même dans un centre-bourg, il y a des éléments patrimoniaux intéressants, éventuellement recensés, répertoriés, analysés. Est-ce que concrètement on dit à ce particulier, attention, là vous êtes dans quelque chose d'original, qui a cet intérêt-là, est-ce qu'on l'informe, est-ce qu'on le forme, est-ce que la mairie, les communes qui ont fait la démarche pour former les gens, pour les instruire? Les rares communes qui ont eu ce souci il y a quelques dizaines d'années pour certaines, le font. Toutes les autres ne le font pas, puisque ce n'est pas homogène. Il y a autant de documents d'urbanisme que de communes. Sur notre communauté de communes, 26 communes, 26 cas différents. Le but, c'est de passer à un document unique. Alors, bon, on peut râler après les documents uniques, mais là, il aura une vertu, c'est que la méthode sera la même partout. Et notamment, il y aura l'identification du patrimoine d'intérêt. Est-ce que le CAUE, par exemple, participe, je ne sais pas moi, à la formation des lotisseurs, des marchands de maisons, etc. Ça pourrait être une fenêtre complémentaire. Pardon. Parce qu'au niveau du parc, je pense que j'ai eu la visite il y a 6 mois de ça, d'un monsieur du parc qui était là de manière il avait un contrat pour quelque temps pour faire l'inventaire des dépendances qu'il y avait sur mon aérial, des choses comme ça, et il devait me tenir au courant. Et depuis 6 mois ou 8 mois qu'il a fait son inventaire, je ne sais pas ce qui s'en est devenu. Il est peut-être même plus au parc parce qu'il était là un contrat. Bon. Le fait est qu'on est en pleine dans la phase de recensement. Alors, c'est dramatiquement frustrant de faire que du recensement. C'est-à-dire que vous, ce que vous attendez, c'est qu'en plus, alors je pense que vous connaissez bien votre aérial, mais ce que vous aimeriez, c'est avoir une restitution et qu'on vous apporte 2 ou 3 petits détails que vous n'aviez peut-être pas vus sur l'histoire de votre aérial. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce sont effectivement des gens qui font ces recensements. Ce sont des gens particulièrement compétents. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec cette personne. Bien sûr, ce sont des universitaires d'un très bon niveau. Voilà. Qui sont en train de faire un recensement scientifique, c'est-à-dire tout est pris en compte sur tous les critères, historiques bien sûr, mais
on a tellement de travail, tellement de retard, que la consigne, c'est de dire, on fait de l'abattage, on recense, avant d'émettre toute publication, avant d'émettre des monographies sur tel ou tel sujet. Sachez qu'avec ce qu'on aura recensé, on a un capital pour chercheurs pour 10 ans, 15 ans, tellement qu'il y aura de données recensées. Voilà le travail qui est en cours. Donc, vous êtes frustrés, je vous comprends, mais c'est parce qu'on est uniquement dans les fondations. Là. Actuellement, on recense. Non, maintenant je suis d'un âge assez avancé et le futur, vos conclusions, effectivement, je ne sais pas quand c'est que je les aurai, mais pour récemment, j'ai compris. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'avais reçu la visite de M. Lalanne, qui est au parc naturel. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être connu, M. Lalanne. Qui avait dit que certaines de mes granges à Colombage méritaient des études dendrochronologiques. Donc il fallait faire des prélèvements pour dater les colombages et les sous-bassements de ces granges-là. Et puis depuis, quand le monsieur est venu il y a 6 mois de ça, le nouveau, là, il m'a dit que maintenant ça se faisait plus trop, ou les techniques avaient changé pour dater les colombages de mes dépendances. Bon, voilà. Bon, ça c'était la première question. Enfin, mais bon, c'est justement François Lalanne, par exemple, était un historien, mais qui n'avait pas vocation à faire du recensement. Vous voyez, comme on le fait nous. Nous, c'est exhaustif. Tout est pris, tout. Oui. Voilà. On va avoir une image instantanée 2018, le temps de terminer, 22 certainement, ou 23, parce qu'il faut ça pour faire l'image, mais on aura une image vraiment scientifique de tout ce qu'est notre patrimoine. Vous voyez ? D'accord. Alors c'est frustrant, je reconnais. D'accord. La deuxième... Une dernière question. C'est à propos... Mon aérial, il est en bord de route, il y a 2 hectares, il n'est pas clôturé. Donc, je voulais savoir, moi, parce que des aériaux, j'en ai vu des gens qui, autour de moi, dans la commune, ils achètent des aériaux et ils se ferment, ils se clôturent. Et donc, moi, la tradition que j'ai, moi, je suis un petit-fils de métayer, et donc des aériaux, j'ai mes grands-parents qui ont vécu dans des métairies, mes parents non, mais un aérial, par définition, par l'histoire, le patrimoine, ça ne se clôture pas, un aérial. Donc, moi, il est toujours ouvert, et je regrette beaucoup maintenant, parce que j'ai des gros problèmes, de gros soucis, je ne voulais jamais me clôturer, avec le problème des sangliers. Je peux vous dire que j'y pense raisonnablement, que je vais enfermer une partie de mon aérial. Mais ça me coûte, ça me déchire, parce que pour moi, l'Andais que je suis, un aérial, ça ne se clôture pas. C'est sûr qu'il y a une espèce, je mets des guillemets bien sûr là aussi, une solonisation du paysage entre les champs, les grands champs. Bon, c'était un phénomène nouveau depuis 20-30 ans, mais enfin, ils se clôturent tous, et puis les sangliers, donc les gens se clôturent aussi pour affirmer leur propriété, mais pour se protéger des bêtes. Et ça, c'est devenu une plaie, quoi. Enfin, on en entend parler souvent. Voilà. Alors après, il y avait une question. Je confirme, les maires passent le temps à faire de la pédagogie, à essayer de convaincre qu'on ne s'enferme pas. Voilà. Mais je l'ai encore fait cette semaine. Tous les néo-acquéreurs d'aériaux arrivent en demandant comment on fait pour fermer. Et là, vous avez toutes les pratiques d'usage sur les chemins qui ne sont pas classées, qui néanmoins sont énormément utilisés par tout un tas de personnes, et on ouvre directement au drame immédiat. C'est des histoires sans fin. Je peux vous assurer que les chemins et les aériaux fermés, pour le maire, c'est un calvaire. Il y a un autre aspect aussi, pour rebondir à l'actualité récente, avec les précipitations très importantes qui ont eu lieu l'année dernière et cet hiver, etc. Il y a eu aussi sur beaucoup d'aériaux des querelles de voisinage entre forestiers, habitants, tout ça remontant à la mairie, etc. Ça a alimenté l'actualité locale. Enfin, je crois que il est question, ai-je compris, que ce soit plus ou moins abordé par le parc, enfin au moins par le technicien Rivière, etc. Enfin, je pense que les réunions ne sont pas encore menées. Je ne sais pas, je parle sous le contrôle des élus, enfin, nous, non, vous n'êtes pas concernés. Mais enfin, la gestion de l'eau, c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet, mais enfin, bon, ça peut, à la marge, concerner les aériaux. Ça concerne les aériaux de façon indirecte, pour être très honnête. C'est que quand même, quand on regarde le phénomène qui s'est passé, l'essentiel des problèmes d'inondation, notamment sur des zones urbanisées comme des quartiers ou des aériaux, sont largement liés aux pratiques agricoles et forestières qui sont en amont. Et donc, le vrai sujet, il est lié à l'exploitation forestière et agricole surtout d'ailleurs.
Voilà, donc il y avait une question. Oui, je me permettais juste d'intervenir pour, non pas pour censurer monsieur, bien évidemment, juste parce qu'on n'avait pas forcément réagi à la remarque de ce monsieur sur les associations. Je ne sais pas si Madame Nicole Paul, vous souhaitiez réagir. Oui, non, je voulais juste apporter une précision à ce qu'a dit monsieur, c'est qu'il y a effectivement un gros problème de recyclage des anciennes menuiseries, surtout PVC, aluminium. Et voilà, parce que le maillage est trop peu important et on ne sait pas collecter le verre, le PVC, l'aluminium pour le recycler correctement. Et donc, il est majoritairement enfoui. C'est pour ça que nous, à Battestia, tout ce qui est menuiserie bois, comme vous le disiez, on le réemploie effectivement. Et on va essayer de faire du collectage pour tout ce qui est PVC, et aluminium et verre qui ne peut pas être réemployé. Mais donc vous citiez, je pense, Land de Partage à Mont-de-Marsan qui fait ça. Et c'est très intéressant puisque justement c'est le maillage qui est trop large. Il faudrait beaucoup plus de structures comme la nôtre pour arriver à absorber tous ces déchets-là. Alors quelqu'un là-haut lève la main, il a l'air désespéré de ne pas avoir le micro. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions, tous les intervenants, c'était extrêmement intéressant, j'ai appris beaucoup. Ma question, elle est, on va dire, sur 3 ordres. Le monsieur, l'architecte à Londres, je crois, a évoqué l'histoire du lieu qui était extrêmement pertinente et liée à la construction. Et aujourd'hui, on a évidemment des problématiques de feux de forêt. Comment, avec le monsieur qui s'occupe des matériaux, comment aujourd'hui les matériaux, par exemple, qu'on veut réutiliser, est-ce qu'ils sont, on va dire, compatibles avec les normes actuelles en termes de résistance au feu, etc. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est l'aérial s'insère finalement dans un écosystème et l'écosystème a pu changer au fur et à mesure des époques. Évidemment, la société agro-pastorale, après des pins qui ont poussé un peu partout et qui a pu éventuellement modifier s'il y a eu un ajout sur la maison principale en fonction de l'ombre qui a été générée par certains pins, etc. Comment aujourd'hui, si on veut finalement rénover tout en prenant en compte l'état actuel des choses, moi je suis en plein milieu d'un corridor écologique par exemple, je sais pas, je fais des recherches pour savoir si ce corridor existait à l'époque de la construction. Est-ce qu'il y a autant d'animaux qui passaient à l'époque que maintenant? J'ai 2 ruisseaux, donc les ruisseaux existaient toujours. Le soleil se couche toujours à l'ouest, donc tout ça, ce sont des choses immuables. Mais le paysage a changé tout autour. Des parcelles ont été défrichées, il y a eu des incendies, il y a eu Klaus. Et donc, de plus en plus d'arbres tombent parce qu'ils sont moins abrités par les autres. Et comment, voilà, donc l'architecture aujourd'hui peut être adaptée parce qu'elle s'insère dans un écosystème qui a manifestement aussi évolué, tout en essayant de conserver un certain caractère authentique et avec des matériaux qui seraient compatibles avec les risques actuels. Merci. Alors, je ne sais pas, les architectes, peut-être. Les maisons qu'on rénove ou qu'on construit neuves en torchis, le matériau qu'on utilise aujourd'hui, c'est du béton de chanvre. Donc la paille qu'on utilise, c'est du chanvre avec de la chaux. Ce matériau-là, qui donc est le torchis de notre région, est un des matériaux les mieux classés au niveau des risques d'incendie. Donc la maison landaise qu'on pourrait imaginer moderne, elle est au top au niveau des incendies. Après, au niveau de l'insertion, ce qui est important, je pense, dans ces maisons traditionnelles, c'est que les matériaux qui viennent de l'endroit où la maison est construite ont poussé pour le végétal, mais se sont formés pour le minéral dans le climat que la maison habite. Et donc, ils sont adaptés
à ce climat, ils sont adaptés aux conditions extérieures qui y règnent, et je crois qu'ils évoluent bien mieux que des matériaux qui sont complètement déconnectés de leur environnement. Donc c'est pour ça aussi que un argile qui a été formé à l'autre bout du monde va pas forcément réagir très bien dans les Landes, ou du sapin qui a été importé de Russie ou du Canada va assez mal vivre des conditions hygrométriques monstrueuses qu'on peut avoir chez nous. Donc je pense que la maison fait partie de ce corridor écologique si elle est faite avec les matériaux de l'endroit sur lequel elle est bâtie. Et alors, par exemple, le chanvre, là, il vient d'où? L'argile alors, on est toujours... Alors, toutes ces constructions-là, tous les matériaux qu'on utilise ont quand même une contrainte normative. C'est-à-dire qu'on sait faire une maison avec la paille de seigle qu'on pourrait trouver dans le champ à côté. Sauf que il faut que les assurances elles valident la chose. On cultive pas. Il faut que les agriculteurs, voilà. Donc la filière du chanvre, elle est en Bretagne et dans l'Aube pour l'instant. J'étais il y a 15 jours, 3 semaines à la Drôme où 3-4 agriculteurs se mettent à faire pousser du chanvre pour faire du cordage, mais aussi avec le déchet de la fibre. C'est le bois du chanvre. Donc eux, dans la Drôme, ils ont l'agriculteur qui fournit directement la paille. Mais en fait, tout ça, c'est à créer dans une économie locale pour des métiers d'avenir. Il y a 10 ans, je faisais des fermettes, et aujourd'hui, je fais plus que du colomage en chaîne. Et ça, c'est tout ça, c'est à créer en fait. Donc c'est à réinventer le savoir-faire. On l'a perdu, mais il faut juste le retrouver. C'est Marquez qui. Moi aussi, j'ai pris ma voiture, j'ai pris les cartes IGN et j'ai fait tous les petits chemins. Et à chaque fois que je vois une maison, l'histoire de la maison, elle est plaisante à lire, quoi. Pourquoi il y a une entaille dans ce bois-là? Parce qu'il y avait besoin d'amener de la paille à cet endroit-là, et donc on a mis une poulie. Et tout ça, c'est... On arrive même à reconnaître les familles de charpentiers qui ont fait les maisons, quoi. C'est-à-dire que je sais que c'est tel charpentier qui a fait cette maison dans cette aréale, mais 2 kilomètres après, c'est le concurrent. Il y a 3 générations qui... et donc on arrive même à suivre l'histoire des fabricants des maisons, quoi. Il y a peut-être les marques des charpentiers. Exactement. Aussi, voilà. Donc, mais je pense que on a tout intérêt à réinventer ça, à se baser sur l'ancien pour aller vers le futur. Et je pense aussi, c'est important de dire qu'économiquement, ça tient la route, et que les acteurs du bâtiment à l'heure actuelle ont tout intérêt financièrement à aller vers là, parce que l'avenir, il va aller vers là. Et donc, j'ai entendu beaucoup de tous les intervenants le terme de contrainte, mais en réalité, quand on le prend de manière constructive, c'est pas des contraintes, quoi. C'est-à-dire que, pour donner un exemple simple, aujourd'hui, on veut un aérial super bien tendu, et on oublie qu'à chaque fois qu'on passe le tracteur, tous les chênes, toute la repousse des chênes, elle disparaît, quoi. Et donc, si on ne se préoccupe pas si on utilise les moyens modernes sans se préoccuper de ce qu'ils nous font perdre, la contrainte, elle n'en est pas une. C'est juste qu'il faut qu'on repense les choses différemment, quoi. Oui. Si on élargit la vision, donc je me tourne vers vous, donc qui travaillez au niveau départemental. Bon, là, on a surtout travaillé, raisonné un petit peu au niveau Grande Lande, on va dire. Mais
Je pense aux zones landaises, en particulier sur la côte, et notamment vers le Marensin, le Seignan, où il y a une très très forte pression foncière, une demande. Ce sont des cantons qui sont des communes qui sont très attractives, comme le Born aussi. Est-ce que vous voyez vraiment là des aériaux, puisqu'il y en a eu quand même, là, qui sont menacés, qui ont été détruits complètement? J'ai pas d'exemple comme ça en tête. Il y en a certainement eu, parce qu'effectivement, comme vous dites, la densification est très forte, la pression constructive et de la construction est très forte. Je sais pas. J'y pense parce que, effectivement, dans l'image des landes touristiques déjà anciennes, qui remontent pratiquement aux années 20 ou 30, il y a eu les photos d'Émile Vigne, que l'on connaît à Marquez. Il y a eu des expositions ici, qui avait surtout photographié le Marensin. Et qui a donné une image des Landes extérieures avec une audience nationale pratiquement. Donc c'est une région qui était, enfin, je pense au Marensin, qui est extrêmement caractérisée, enfin, attachante, etc. Mais on sait qu'il y a une très forte pression. De toute façon, c'est le problème qu'on trouve effectivement sur toute cette zone-là, la zone du littoral, etc. C'est qu'à un moment donné, on construit, on divise, et puis les maisons se touchent les unes à côté des autres. On a une grosse évolution de ce paysage-là qui peut être parfois très néfaste et terrible, quoi. Mais après, pour répondre à votre deuxième axe, effectivement, par rapport au bâti et son intégration dans le corridor écologique et son évolution par rapport à ce corridor qui évolue, quand on parle de réhabilitation ou de rénovation de patrimoine ancien, donc un patrimoine qui est là, moi je suis convaincue qu'il n'y a aucun souci avec l'évolution de ce patrimoine. Il avait été façonné par nos anciens qui déjà maîtrisaient parfaitement le bon sens et la logique. La maison était bien orientée, était bien protégée. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour que cette maison, de toute façon, soit la mieux possible dans le site qui l'accueillait. Donc aujourd'hui, même si ce corridor évolue et que les arbres tombent, etc., elle aura tout ce qu'il faut au départ, de toute façon, pour permettre à un moment donné de la modifier un petit peu et un peu mieux s'adapter à ce qui se passe autour d'elle. Ce qui est très important dans la construction, aujourd'hui, par contre, dans la construction neuve, c'est ce qui a été dit depuis le début, c'est la lecture du paysage dans lequel la construction va venir s'inscrire et retrouver ce bon sens qui existait sur nos patrimoines anciens et réimplanter la maison dans le bon sens, l'orienter, faire attention au soleil, au vent, à l'ombre des arbres. Si déjà on prend ça en compte dans la construction neuve, déjà on a fait un grand pas et rien que dans le façonnage de nos paysages, on y gagne, quoi. Voilà. Après, c'est une histoire de matériaux et de couleurs et de machin et tout ça. Bon, mais déjà, rien qu'avec ça, on a les bases d'une construction qui s'intègre le mieux possible. Sur ce point... Oui, il reste 5 minutes, donc il faut peut-être une ou deux questions encore. Sur le corridor écologique, à proximité immédiate d'une maison dite d'Erial, c'est qu'il faut avoir quand même une lecture paysagère fine. C'est-à-dire qu'au même titre qu'il faut une lecture architecturale, il faut avoir une lecture paysagère fine. Et notamment bien repérer tout ce qui est barrage d'eau, ancien fossé. Ça définit très clairement quelle était l'infrastructure d'origine. Et notamment, il y a tout un tas d'espaces, dont les anciennes prairies, qui, à l'échelle de 50 ans, ont souvent été totalement reconquises par des taillis de feuillus, des eaux parce qu'ils sont suffisamment humides, et donc ont complètement changé les corridors écologiques. Ça, c'est une vérité. Donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir une approche en lecture du paysage, en reprenant les traces de ce qu'était le paysage d'origine pour bien comprendre ce qui se passait. Parce qu'autrement, il y a des fois, on se demande pourquoi la maison est dans cette configuration. Mais c'est parce qu'en réalité, le paysage a été effacé à l'échelle de 50 ans. Donc ça, c'est un point très important. Voilà, alors est-ce que, Mathilde, il peut y avoir peut-être une autre question? Oui, voilà. Et puis après, on va conclure. Juste avant, je me permets de signaler, donc on est également filmé, et donc des personnes via le Facebook Live nous suivent en direct. Et donc il y a une remarque juste d'un auditeur qui nous suit très bien. via Internet, donc Monsieur François-Xavier Riffaut.
Alors, votre dernière intervention élargissait un peu le débat, mais donc il mentionne qu'il trouve qu'on parle beaucoup de la maison et du logement, mais qu'il serait curieux que le débat s'ouvre sur l'ERIAL dans sa globalité, sa structure, son développement dans son environnement, son rôle social, la vision de zones communautaires. Donc on a un petit peu... Vaste programme, il faudrait peut-être revenir pour un autre débat ultérieurement. Tout à fait. Le tinel, ah oui, la notion de tinel, hein, à l'origine, c'est la salle basse d'un château, dont la maisonnée, mais au-delà, c'était dans les textes anciens, dans les contrats, le tinel, c'était la famille élargie, et qui vivait souvent en quasi-autarcie. Alors, il y a une question, monsieur. Oui, bonsoir, je m'appelle Bernard Ablade, je suis élu à Belin-Bélier. Je suis en charge de la DFCI, pour ceux qui connaissent, la défense des forêts contre l'incendie. Et je voudrais rebondir sur une réflexion qui a été abordée et qui, à mon sens, est en lien direct avec l'ERIAL, puisque c'est un paramètre qu'on a tendance à oublier. Mais la géographie d'un ERIAL prenait en compte aussi le risque des feux de forêt. Et ça, c'est très, très important, à ma vue, du fait que le bâti principal se trouvait, bien entendu, autour de prairies et pas en contact direct avec le massif forestier. Voilà. Simplement un petit témoignage supplémentaire concernant une action qui a été menée par la CDC du Val de Leyre au niveau de Belin-Bélier, concernant le recensement des granges dans les ERIAL et qui feront l'objet d'un changement de destination. C'est une solution, un plan B que j'appellerais comme ça, qui permet, du fait de ne pas pouvoir construire de nouvelles constructions, bien entendu, pour préserver le site, de réhabiliter une grange en habitation secondaire, entre guillemets. Et je trouve que c'est une excellente solution. Et ça permet de faire profiter, j'allais dire, éventuellement des touristes, je sais pas, voilà, de réhabiliter une grange dont on a parlé tout à l'heure, que ça soit utile. Mais pour le coup, c'est une solution. Bon, merci. Alors peut-être que Mathilde, là, je crois que je vais essayer, mais j'ai pas pris de notes, j'ai essayé d'enregistrer pour prendre deux ou trois points de conclusion. Alors il m'a semblé, peut-être que je fais erreur, mais que il y a un constat qui est fait, il y a une prise de conscience de ce qu'est l'ERIAL, on connaît ce que c'est, on en connaît son histoire, on recense. J'ai compris qu'on recensait beaucoup de choses. Bon, c'est bien, pourvu que le travail soit fait le plus vite possible, même si c'est très long. J'ai enregistré qu'il y avait de l'espoir dans les matériaux nouveaux, qu'il y a des jeunes qui se forment, peut-être pas assez. Mais en tout cas, il y a une sensibilité nouvelle. Elle est logique quand on voit l'évolution du monde, la sensibilité à l'environnement, à l'écologie. Rien d'absolument surprenant, sauf qu'il y a quand même des forces contraires ou des forces qui font que il y a la pression foncière, on l'a évoqué, il y a les matériaux tout prêts ou standardisés à l'échelle mondiale qui arrivent et c'est très difficile de lutter. Alors, il faut espérer donc au niveau local, parce que souvent la question se règle au niveau communal, peut-être intercommunal, mais il y aura une sensibilisation plus grande des personnes, des particuliers, des municipalités, pour essayer de préserver ce paysage petit finalement, mais assez répandu quand même, très identitaire, qui rend les Landes attractives aussi, il ne faut pas l'oublier. Si on tue le paysage, sera-t-on aussi attractif? À moins de faire des parcs d'attractions ou autres, je sais pas, des acrobranches dans les aériaux, il y en a déjà dans la forêt. Mais je ne sais. Voilà, bon, mais écoutez, je ne sais pas si j'ai tout résumé, mais en tout cas, merci de votre participation à chacun et merci d'être venus assez nombreux quand même. Je pense que c'est satisfaisant pour l'écomusée d'avoir
c'est pas resté sans écho cette annonce. Tout à fait, surtout que c'était donc le premier événement en lien avec l'exposition temporaire qui est juste à côté au pavillon et que je vous invite à découvrir ou redécouvrir, bien sûr, avec grand plaisir. Je remercie à mon tour tous les intervenants donc d'avoir répondu présent malgré toutes les contraintes, le Covid, etc. On a quand même réussi à faire cet événement en présentiel et je pense que c'était vraiment nécessaire. Et puis on a permis aussi à des auditeurs donc de suivre l'événement en direct sur Facebook. J'espère que voilà, ça a bien fonctionné. Merci aussi à Nicolas donc de Londres qui nous permet d'avoir une dimension internationale à cette table ronde. Donc merci beaucoup de vous être rendu disponible. Et puis juste vous annoncer dans un dernier temps donc, le prochain événement lié à l'exposition sur un sujet tout autre mais quand même lié au quartier landais. Ça sera une projection d'un film que réalise le réalisateur Pascal Lamige sur les bals clandestins qui ont eu lieu dans les quartiers landais durant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation. Donc en quoi ça a pu se faire au sein des quartiers un petit peu à l'abri des regards. Et donc c'est un film qui est une série de témoignages de personnes qui ont vécu ces bals clandestins et qui donc racontent avec beaucoup d'émotion et parfois de l'humour aussi que finalement ils étaient jeunes en 1940 et qui voulaient juste s'amuser au sein des quartiers landais. Donc ça sera le 8 juillet aussi prochain, même format, un jeudi soir à 19h cette fois-ci et toujours sur réservation. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous êtes intéressés. Et autrement, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous encore.